Bonjour à tous, moi c'est Anne-Sophie Romainville. Alors je ne suis pas professeure à l'UCL, mais par contre j'ai fait une thèse de doctorat à l'UCL. Aujourd'hui je suis formatrice d'enseignants à Galilée, à Schaerbeek, mais je viens vous parler aujourd'hui plutôt des résultats de cette recherche que j'ai menée à l'UCL et qui sans doute va nous intéresser aujourd'hui. Donc j'ai fait une recherche sur les difficultés langagières des élèves issus de milieux populaires, mais au niveau de l'enseignement secondaire. Je pense que ça permettra d'éclairer certaines difficultés auxquelles se retrouvent les étudiants que nous avons dans l'enseignement supérieur. Je vais donc vous présenter les résultats principaux de ma recherche. Je vous propose de revenir par la suite lors de la discussion sur éventuellement des questions méthodologiques si vous en avez. Pour essayer de comprendre donc, les difficultés langagières de ces élèves, j'ai mobilisé le cadre conceptuel qui a été développé par Bernard Lahire dans les années 90 et qui nous permettait de faire une opposition assez claire et parlante entre deux rapports au langage que l'on peut développer tout au long de sa vie. Et en gros, ce qu'il disait, Bernard Lahire, c'est qu'à l'école, on attend des élèves qu'ils adoptent un rapport au langage qui n'est pas du tout naturel pour l'humain, qui est un rapport analytique, réflexif par rapport à la langue, qu'on appelle rapport scriptural au langage. Et ce rapport au langage, en fait, implique d'avoir une sorte de conscience et de réflexion analytique, c'est un peu redondant, mais donc de réflexion sur le langage qu'on utilise de façon pré-réflexive, de façon naturelle. C'est-à-dire qu'un enfant qui va dire « je veux manger » parle en fait intuitivement sans penser aux mots qu'il utilise, tandis qu'à l'école, on va petit à petit exiger de lui qu'il analyse ce qu'il produit comme langage ou qu'il analyse des textes avec des critères métalinguistiques et métadiscursifs. Alors pour toute une série de raisons, dans le champ scientifique, certaines questions restaient ouvertes. Il y a notamment le fait qu'on a tendance à dire, dans le champ scientifique, mais surtout dans les discours médiatiques, que ce cadre conceptuel est un petit peu caricatural. Donc pour toute une série de raisons, j'ai décidé donc d'analyser ces enjeux-là dans l'enseignement secondaire en Belgique francophone. Et donc j'ai mené une recherche dans 2 établissements de l'enseignement secondaire. C'est une recherche complètement qualitative qui s'assume comme telle, qui avait pour but d'analyser la façon dont les élèves issus de milieux sociaux contrastés voyaient leur entrée dans les tâches scolaires était rendue difficile ou non selon leur rapport au langage. Alors, au niveau de mes résultats principaux, donc parmi l'échantillon d'élèves que j'avais, j'ai remarqué qu'en fait certaines caractéristiques devenaient assez systématiques et faisaient d'une certaine manière système dans des types de profils socio-langagiers. Alors évidemment, cette description de profil socio-langagier, elle n'est pas limitée, elle n'est pas exhaustive, c'est évidemment lié aux élèves que j'ai pu observer. Et je vais vous décrire ici 3 des 4 profils que j'ai mis en lumière, parce que je pense que le 4e profil, qui est un profil particulier chez les élèves issus de milieux sociaux favorisés, est surtout utile pour remarquer, analyser ce qui permet à certains d'entrer facilement dans les tâches scolaires. Donc on pourra aussi en parler dans la discussion si ça vous intéresse. Alors, au niveau des élèves que j'ai observés, il y avait toute une série d'élèves qui étaient en grande difficulté face aux tâches langagières scolaires. Et donc cela, entre guillemets, pour eux, c'était assez évident d'analyser ce qui se jouait en termes de rapport au langage. Il y avait une tendance à avoir un rapport immédiat, intuitif au langage, même dans les tâches scolaires. Ce sont des élèves qui, en général, par conséquent, ont un parcours scolaire assez difficile. En première année du général, ce sont des élèves qui vont avoir des difficultés, qui se retrouvent souvent dans le qualifiant en 3e et puis en 5e. Et il s'avère que dans mon échantillon, qui n'est donc pas représentatif, mais c'est une information intéressante quand même, c'était tous
tous des élèves issus de milieux sociaux défavorisés. Alors, ce qui les caractérisait, c'était donc cette tendance à avoir un rapport au langage et au texte de façon non analytique, immédiate, intuitive, ce qui impliquait une confusion entre le monde du texte et le monde réel. Et par ailleurs, ces élèves faisaient preuve d'une difficulté à adopter une posture analytique à l'égard du langage. Alors, ce qui est assez typique chez ces élèves-là, c'est une difficulté notamment à analyser des textes en les considérant comme des univers clos de sens, qui sont autonomes, qui sont à analyser tels quels dans les limites qui sont les leurs. On a cet exemple d'une élève de première année du général qui doit répondre à une série de questions liées à un texte qu'elle a lu et qui, en fait, au lieu d'analyser ce qui est raconté dans le récit, va essayer de faire une interprétation, une réponse qui est très créative par rapport à la question, en fonction de ses propres représentations. Donc, dans le récit qu'elle avait dû lire, il était en fait question d'élèves qui préféraient les maths, le français, etc. Et à un moment donné, d'un incident avec un élève qui écrit un SMS en classe, mais qui ne pouvait pas utiliser son GSM. Et en fait, cet élève, sans doute également en difficulté face à la compréhension du terme discipline, s'est dit « Ah tiens, il y a GSM dans le texte, discipline préférée des élèves, moi je peux considérer dans mon univers de sens à moi que prendre son téléphone pourrait être une des disciplines préférées des élèves ». Donc vous voyez, il y a confusion entre l'univers de sens du texte et puis l'univers de sens général, global, dans lequel les représentations de l'élève se trouvent. Alors ce sont des élèves qui, du coup, pour produire des textes, vont également avoir des difficultés à s'assurer que le texte est un discours cohérent, qui est un univers de sens clos, qui ne fait pas référence à leur contexte d'énonciation ou à d'autres éléments. Et quand on leur demande, lors d'entretiens de verbalisation rétrospective, ce qui est important pour eux quand ils rédigent, ce qu'ils donneraient comme conseil à des élèves qui devraient rédiger des textes dans le cadre scolaire, ils insistent sur la véracité des propos, sur l'importance de s'engager en tant que personne, d'être fidèle à ses propres idées. Par contre, ils ne vont jamais mentionner la question de la relecture, de l'adaptation au contexte et au lecteur destinataire de leur production, ce que d'autres élèves vont avoir tendance à faire. Alors un deuxième profil qui est apparu et qui est plus surprenant, ce sont des élèves qui, dans leur production écrite, ne font pas du tout ce qu'on peut imaginer d'élèves en général en difficulté, c'est-à-dire écrire comme ils parlent, ce qui est souvent décrit par les professeurs dans l'enseignement secondaire. Ce ne sont pas des élèves qui écrivent comme ils parlent, ce sont des élèves qui écrivent beaucoup moins bien qu'ils ne parlent. C'est-à-dire qu'ils vont entrer dans ce qui peut apparaître comme une folie langagière lors des tâches scolaires, qui en fait relève de certaines stratégies qu'ils adoptent pour s'adapter aux exigences scolaires. Alors, donc, ce sont aussi des élèves qui ont un parcours scolaire difficile, mais la plupart des élèves que j'ai identifiés dans ce groupe-là restaient dans le général, en tout cas jusqu'en troisième. Ce sont des élèves issus de milieux sociaux défavorisés, mais ce qui avait de particulier dans leur profil et leur histoire, c'est qu'il y avait une attention forte et une pression des parents sur la réussite scolaire. Et alors, ce sont des élèves qui font preuve de ce qu'on appelle en sociologie une bonne volonté culturelle, c'est-à-dire une volonté de s'adapter au code de l'école. Il y a un savoir, une conscience du fait qu'on n'est pas tout à fait adapté nous-mêmes, et donc on va essayer d'imiter les codes de la langue scolaire. Alors, je dis bien les codes de la langue scolaire parce que ce sont des élèves qui ne saisissent pas tout à fait les enjeux de la communication scolaire et qui vont donc plutôt s'y adapter par un conformisme formel ou des stratégies de sursophistication.
Donc je vous montre ici un extrait d'un texte argumentatif écrit par un élève de 3e du général. C'est un élève qui va avoir tendance, dans tous ses textes, à répondre vraiment méthodiquement à toutes les exigences exprimées par la consigne ou à tous les critères dont il sait qu'ils seront présents dans les grilles d'évaluation. Mais en fait, on voit que ce conformisme formel ne vient pas du tout servir l'efficacité communicationnelle de ces productions, et même que du contraire, dans le cas qui nous occupe ici, vous voyez l'extrait qui est en orange, est en fait une sorte de soumission, on va dire, à l'exigence du professeur, qui était d'illustrer par un exemple chacun des arguments présents dans le texte argumentatif. Mais il le fait sans s'assurer que ça vient servir son argumentation et surtout que ça ne fasse pas, ça ne crée pas un problème en termes de cohérence textuelle. Donc, vous voyez qu'il insère ce segment qui est censé être là pour répondre à cette question, enfin à ce critère d'avoir un exemple qui illustre un argument, mais que globalement, celui-ci n'est pas explicité et ne sert pas l'argument qui le précède. Ce sont aussi des élèves qui vont avoir tendance à étudier, et d'ailleurs ils le font vraiment beaucoup, et c'est d'une certaine manière assez impressionnant, étudier par cœur les mots du professeur. Donc ils vont avoir tendance à se dire, ok, je sais que cette culture scolaire, je ne la maîtrise pas et elle est différente de la mienne, cette langue scolaire est complexe. Donc je vais tout simplement essayer au maximum de citer mon professeur ou les représentants de cette langue scolaire. Donc on en a ici un exemple, c'est une élève qui répond à une interrogation écrite, qui a étudié par cœur la définition du concept du mot biographie, mais qui, vous voyez bien ici, se trompe dans l'ordre des mots et en fait ne considère pas qu'elle est légitime pour vérifier que sa définition, de certaine manière, a un sens, permet de transmettre une information. Et en fait, donc, il manquait des mots. La définition qui avait été donnée par le professeur, c'était un récit de la vie d'une personne connue ou dont on juge la vie digne d'intérêt racontée par quelqu'un d'autre. Ce sont aussi des élèves qui vont, dans le cadre d'un test que je leur ai fait passer, avoir tendance à préférer automatiquement des réponses qui contiennent des mots très très complexes, parfois faux ou inadaptés au contexte, mais avec cette justification qui se répète tout le temps en entretien, qui est de dire « je sais que la langue c'est très compliqué, la langue de l'école c'est très compliqué, moi en général je ne la comprends pas, donc je pense que c'est mieux quand je ne la comprends pas ». Alors un troisième profil sur cette échelle de la scripturalité, c'est peut-être un profil qui nous intéressera davantage aujourd'hui. Ce sont des élèves qui restent dans le général de manière, en tout cas pour la plupart, mais pas dans l'école d'élite que j'ai observée, dans une école qui accueille un public plutôt défavorisé, qui ont des difficultés dans certaines matières, mais qui parviennent en général à la fin de la scolarité. Alors ce sont des élèves issus de milieux sociaux plutôt défavorisés. Ce qui avait de particulier chez eux et dans leur trajectoire, c'est que il y avait une attention des parents à la réussite, mais aussi à l'apprentissage. Et cette attention, cette pression sur la réussite scolaire et l'apprentissage, eux-mêmes semblaient l'avoir intériorisée. Alors au niveau sociologique, dans leur position, leur posture par rapport à l'école, on était plutôt dans un sentiment d'illégitimité culturelle, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui vont avoir réellement conscience que la culture scolaire a bien des avantages ou des aspects complexes qu'ils ne maîtrisent pas, que ce n'est pas uniquement un code étrange et uniquement complexe. Et donc, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas en eux, et donc ils se sentent globalement illégitimes. Alors cette illégitimité culturelle, ce sentiment d'illégitimité culturelle,
s'associe à une intériorisation partielle du contrat scriptural et une intériorisation qui, je le dis bien, est partielle. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui sont clairement acquis, et puis d'autres, par contre, de façon étonnante, ne semblent pas avoir été intériorisés par ces élèves. Alors, quelle est l'implication de ce sentiment d'illégitimité culturelle, c'est qu'ils vont adopter des stratégies de compensation et d'évitement, donc tout en produisant une langue dont ils essayent qu'elle soit correcte par rapport aux exigences scripturales, ils vont à tout prix quand même éviter de prendre un risque. Et par ailleurs, ce qu'on constate avec ces élèves, c'est ce que disent souvent leurs professeurs, c'est qu'il y a un écart assez net entre leurs compétences spontanées à l'oral, en termes de créativité notamment, et leurs compétences scripturales. Pour le dire simplement, ce sont des élèves dont on va dire je ne comprends pas, j'ai l'impression que ce n'est pas la même personne qui me parle, qui écrit quand elle est face à juste une feuille de papier, il n'y a pas d'idée, c'est vide, ou il ne s'engage pas, il n'est pas motivé. Donc ce sont toutes des paroles que j'ai entendues dans le cas de ces élèves. Donc vous avez ici un texte d'un élève qui appartient à ce profil, en tout cas au moment où je l'ai suivi. Alors on voit qu'il répond aux exigences discursives, en tout cas pour la plupart du genre textuel dans lequel il s'inscrit. Mais ce qui est très particulier avec cet élève, c'est qu'il va avoir tendance à en fait écrire pour écrire sans prendre le moindre risque, donc en utilisant effectivement les thèmes qui ont été demandés, en utilisant une sorte de formulation qui s'apparente à un style littéraire, mais en avançant dans ses phrases sans essayer de prendre de risques, donc sans dire grand-chose. Alors c'est un élève dont on va dire qu'il est limité tout simplement par ses idées ou sa créativité, alors qu'à l'oral, il avait tendance à pouvoir s'exprimer assez facilement sur l'appréciation ou non d'un texte, d'un film, etc. Donc on voit bien aussi des fautes d'orthographe, certaines variations au niveau de l'utilisation des majuscules. Et donc c'est un élève qui, visiblement, ne saisit pas l'enjeu même de la tâche scolaire, qui est à un moment donné de convaincre, d'écrire un avis qui est convaincant dans la forme qui permet de le rendre aussi crédible et convaincant. Alors un autre élément donc, qui n'était initialement pas dans mes objectifs de recherche, c'était les pratiques des professeurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je voulais vraiment m'intéresser au profil socio-langagier des élèves, mais le terrain m'a clairement amené à comparer ce qui se faisait dans les classes où se retrouvaient la plupart des élèves issus de milieux défavorisés, puis les classes où se retrouvaient la plupart des élèves issus de milieux favorisés. Bon, les enjeux et le contexte sont tellement complexes qu'on ne va pas revenir là-dessus maintenant. Après, dans la discussion, on pourra éventuellement en parler. Donc, il s'agit bien de souligner à quel point les professeurs sont en fait face à une situation extrêmement problématique dont ils ne sont pas responsables. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que de façon paradoxale, les professeurs ont tendance à adopter des mécanismes adaptatifs, ou en tout cas qu'ils présentent comme tels souvent, qui sont en fait délétères, c'est-à-dire qui sont contre-productifs. Alors dans ces mécanismes adaptatifs, j'en ai repéré quelques-uns que je vous présente aujourd'hui. Il y a notamment une tendance à accepter davantage le mode conversationnel, donc typique du rapport intuitif oral-pratique au langage, pour privilégier le contenu. Donc ce sont des professeurs face à des élèves issus de milieux socioculturels défavorisés, qui ont des difficultés scripturales, qui vont estimer que c'est quand même intéressant de faire étudier par cœur des définitions, des collocations de mots, au lieu de notamment faire rechercher des définitions dans une évaluation, ou plutôt travailler la méthode, la posture métalinguistique. Vous voyez ici, ce sont juste des extraits pour illustrer. C'est tout différent de demander à un élève d'étudier par cœur une définition
comme ici, ou une colocation, donc de faire compléter des phrases à trous, comme ici, que de lui demander d'aller chercher dans le dictionnaire la définition qui correspond au mot tel qu'il est employé dans une phrase donnée. D'autres mécanismes adaptatifs dans la même lignée, c'est de faire mémoriser, donc de nouveau de faire utiliser une stratégie intuitive, conversationnelle, des éléments tirés qui sont eux-mêmes tirés d'un travail scriptural. Notamment, c'est le cas de nombreuses fois dans les analyses littéraires. On va avoir tendance à vraiment faire ce que le programme demande de faire, sauf que, en définitive, au final, l'évaluation concerne plutôt la capacité à mémoriser ce qui a été travaillé en classe, donc une analyse d'une œuvre en particulier, ou alors l'analyse d'un courant. Donc vous voyez ici, c'est l'extrait d'une interrogation en 5e année du général, présenter de façon complète les thèmes et formes de prédilection des poètes. Et finalement, dans ce cas-là, l'élève n'a qu'à reproduire ce qui avait été vu en classe et ce qui était même donné dans un tableau très bien organisé par la professeure. D'autres mécanismes adaptatifs tout aussi délétères, il y a celui de mettre les textes résistants de côté. Donc d'estimer qu'il y a déjà une telle difficulté à écrire et à lire qu'on ne va pas ajouter de la difficulté et démotiver les élèves. Et donc on a tendance à faire lire des textes plus courts, plus factuels, plus accessibles. Et aussi à poser des questions justement factuelles sur ces textes, voire parfois ou à privilégier l'expression de la vie ou l'imagination de l'élève. Donc on a ici par exemple l'extrait d'une interrogation d'une élève en 3e année du qualifiant. Et si on fait un rapide calcul, finalement, on voit que la tâche, donc la réussite de la tâche est sur 5 points. Et en fait, il y a déjà toute la colonne de gauche, vous voyez, qui sont des points gagnés par le fait d'avoir étudié donc, par cœur les 5 types d'informations qui sont contenus dans les faits divers. Et ensuite, si on regarde dans la colonne de droite, en termes d'analyse du texte, de réflexion analytique, finalement, il y avait peut-être 2 ou 3 items qui étaient en effet, qui demandaient de fournir une analyse du texte. Et puis les autres, c'est quand même des questions très factuelles qu'on peut aller retrouver en adoptant ce que Elisabeth Bautier décrit comme une lecture segmentée qui permet juste par association de mots de retrouver la réponse. Alors c'est tout différent de poser ce genre de questions-là que de s'attarder sur l'intention de l'auteur, les messages principaux, les implicites qui sont contenus dans un texte, ou éventuellement de faire commenter les textes, mais pas uniquement en termes d'opinion rapidement exprimée. Alors, un autre mécanisme adaptatif, c'est de donner la priorité aux apprentissages orthographiques, donc métalinguistiques, considérant que leurs élèves sont souvent dans des difficultés assez interpellantes en termes d'orthographe notamment. Certains professeurs vont dire « moi je ne vais pas faire du travail de texte ou du travail métadiscursif, donc sur des genres discursifs, alors qu'il y a des choses basiques qui ne sont pas maîtrisées ». Et donc c'est ce qui explique que j'ai vu une classe de 3e en qualifiant passer des heures et des heures sur le participe passé, pour au final, vous vous en doutez, n'arriver à pas grand-chose, puisque le participe passé, c'est complexe, et même si on le travaille pendant des heures, souvent c'est peu efficace. Et donc travailler le participe passé, et du coup, évidemment, corollairement, ne pas travailler d'autres choses. Donc ce sont des élèves qui sont en fait clairement doublement punis. Alors j'ai quelques principes didactiques que j'ai formulés à la suite de cette recherche qui, pour certains en tout cas, peuvent intéresser, je pense, en tout cas des formateurs dans l'enseignement supérieur. Ce qui se passe en définitive, c'est qu'on n'explicite pas suffisamment les enjeux des activités de lecture-écriture, et pas uniquement d'ailleurs dans les cours de français. Et en fait, s'il y a une inégalité face à cela, elle est liée au fait que
les élèves issus de milieux sociaux favorisés, leurs parents, à eux, vont les plonger dans cette culture-là, même avant qu'ils n'arrivent à l'école. C'est ce que Bernard Lahire a encore montré dans son dernier livre qui vient de sortir. Il montre qu'en fait, très très tôt, les enfants entrent dans des dynamiques de rapport au langage très différentes selon le niveau de scolarité de leurs parents. Et donc, pour ces élèves-là, tout est assez évident. On entre dans les tâches scolaires et le jeu métalinguistique et puis métadiscursif assez rapidement. Par contre, pour les autres, il faut leur expliquer, puisqu'ils n'ont pas tendance à le vivre à la maison. Il faut au minimum expliciter les attentes scolaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire expliciter les enjeux et les termes du contrat de communication. Et puis tout simplement les différences entre le langage spontané, conversationnel, et puis le langage scriptural, celui qu'on utilise à l'école, qui permet notamment de décontextualiser les savoirs, de se comprendre mutuellement à travers le temps et l'espace, etc. Ensuite, ce qui semble essentiel, c'est de faire dépendre la réussite de la tâche de l'efficacité communicationnelle, puisque fondamentalement, si les élèves comprennent au bout de quelques évaluations que répondre à des critères formels et faire plus ou moins ce que le prof demande de faire, ça permet de réussir, mais finalement, ils vont juste continuer dans cette optique et passer à côté des apprentissages de la production scripturale. Alors, un autre principe didactique, c'est évidemment formuler un contrat de communication réel et réaliste. Donc réel, c'est-à-dire qu'on attend vraiment qu'on communique, que ce soit efficace, et on évalue cette efficacité. Réaliste, ça implique de pouvoir mettre certaines exigences de côté. Donc évidemment, il y a des élèves, en effet, qui ont de graves difficultés orthographiques, ce qui n'est pas anodin, hein, je ne le nie pas. D'ailleurs, en fait, c'est souvent la conséquence de problèmes métalinguistiques et pas finalement la cause. C'est un indicateur d'une difficulté à réfléchir sur la langue. Mais donc, il y a des élèves qui ont ces problèmes-là. Il faut quand même qu'ils apprennent à écrire, à s'exprimer à travers l'écrit. Et donc, on peut mettre de côté, par moment, ces exigences, en tout cas dans un premier temps. Et alors, ce que d'autres auteurs, enfin beaucoup d'auteurs évidemment préconisent, c'est de donner la priorité à la reformulation, à la relecture et à l'autocorrection. On n'arrivera pas à grand-chose tant que les élèves pensent vraiment que le brouillon, c'est une sorte de lubie des profs qu'ils ne comprennent pas, et une sorte de première version qu'on recopie juste pour rendre sa feuille d'examen ou son interrogation. Donc travailler vraiment sur la relecture, la méthode de relecture. En parallèle, faire exister, rendre visible ce lecteur naïf imaginaire auquel on s'adresse. Et donc, ça se fait notamment via des relectures collectives avec des remarques faites sur les textes des autres élèves, des grilles de correction, d'évaluation qui intègrent la présence de ce lecteur naïf et ses attentes. Donc, travailler vraiment sur le destinataire qui est invisible pour la plupart des élèves en difficulté. Et alors, un dernier élément, c'est celui de relier les activités d'analyse de texte à des objectifs en termes de compréhension de texte et de positionnement par rapport à ces textes. Et donc là, évidemment, ce qui ressort énormément, c'est de pouvoir analyser des textes qui sont résistants et proliférants et analyser leurs messages, les interprétations possibles qu'on peut en faire. Par ailleurs aussi, dans le travail des consignes, la formulation des consignes, en fait, on remarque qu'il y a une sorte de routinisation qui implique que certains élèves ne lisent plus ou appliquent de façon souvent en tout cas de façon à réussir la tâche, des stratégies de lecture segmentée, donc d'application de recettes. Donc ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir justement rendre ces consignes complexes et de mettre en valeur la nécessité d'analyser chacun des mots présents dans la consigne en les travaillant et en évitant de les routiniser. Voilà, merci pour votre écoute. Donc, si vous avez des questions sur les aspects méthodologiques ou sur d'autres résultats, n'hésitez pas.